Bonjour, Khalid Zekri, professeur à l'université de Moulay Ismail et président de l'association culturelle Tfkir, un professeur invité dans plusieurs universités, Paris-Est, Leibniz, Aix-la-Chapelle, Mannheim. Sa formation de chercheur comparatiste est à la jonction de la littérature et des sciences sociales. C'est pour ça, en fait, j'ai eu l'occasion de partager énormément de choses, des discussions aussi autour de nos ouvrages, autour aussi de nos réflexions. Il est également chercheur au CINEL, à l'Université Paris 13, Centre d'études de nouveaux espaces littéraires, et membre de Société française de la littérature générale et comparée. Il a publié plusieurs ouvrages, j'en citerai Incipit et Cusul, dont les romans de Rachid Mimouni, L'Harmattan 2004, Abdelhak Sirhan, une écriture de l'engagement, L'Harmattan 2006, Fiction du réel, modernité romanesque et écriture du réel au Maroc, L'Harmattan 2006, Récit du corps au Maroc et au Japon, L'Harmattan 2012, Lire les livres marocains, L'Harmattan 2013, et son dernier livre, Modernité arabe, de la modernité à la globalisation, publié chez La Croisée de Chemin en 2018, et qui a eu le prix du livre au Maroc en sciences sociales. Voilà. Je te donne la parole pendant 30 minutes. Voilà, comme ça on plonge avec toi dans la question liminelle et la modernité arabe. Merci Khalid pour cette présentation. Merci aussi aux doctorants, c'est Nordin, et puis à vous également. Merci aux étudiants, aux collègues de partager avec nous ce moment de discussion autour d'une question qui a déjà été largement balayée par Khalid Mouna, et je reviendrai sur certains aspects qu'il a évoqués concernant la question de la liminalité, mais il faudrait un balayage théorique de cette question pour savoir un petit peu ce qui m'intéresse dans la question de la liminalité. Alors je vais m'appuyer sur trois auteurs, deux essentiellement, Arnold van Gennep avec Les rites de passage, c'est un livre qu'il a publié pour la première fois en 1909, puis ça a été réédité la même année de la publication d'un livre de Victor Turner. Et donc Victor Turner, Le phénomène rituel, structure et contre-structure, c'est un livre qui a été publié en 1969 et puis traduit en 1990 en français. Et c'est très intéressant de voir comment le mot process a été traduit par phénomène, et une allusion à Mary Douglas, parce que la question de la liminalité est aussi en lien avec la question de la souillure. Le titre de son livre, De la souillure, essai sur les notions de pollution et de tabou. Et on va voir un peu comment les personnes liminales ou les personnages, dans un roman, on peut trouver un personnage également liminal. On va voir si c'est un personnage liminal ou liminoïde, comme dit Victor Turner. Alors, la version française du livre de Turner est très intéressante parce qu'elle contient trois orientations, à la fois le structuralisme de Lévi-Strauss, qui apparaît d'ailleurs dans le titre Structure, et la classification contre-structuraliste, c'est-à-dire génétique d'une certaine manière, de Van Gennep, et une phénoménologie du sens, parce qu'il a essayé de dégager une phénoménologie du sens à partir de son analyse des rites de passage. Et c'est pour cela que le mot process a été traduit par phénomène rituel. Alors, que dit Van Gennep à propos de ce qu'il appelle les rites de passage, et le titre de son livre est assez révélateur de ce point de vue. Alors, les rites de passage englobent, selon Van Gennep, trois phases. C'est ce qui va m'intéresser, parce que son livre est une analyse assez précise de ces rites de passage. Il y a la séparation, la marge ou la liminarité, et puis l'agrégation. Alors, il entend par séparation cette phase dans laquelle l'individu est séparé de son contexte habituel, qu'il soit familial, physique ou social. Donc, il y a un travail de séparation dans un premier temps, et donc d'isolement. La marge ou la liminarité, le mot limen en latin veut dire seuil, est une phase intermédiaire. Et c'est cette phase qui va m'intéresser le plus par rapport aux modernités arabes, est une phase intermédiaire dans laquelle
l'individu se trouve dans une situation où ses repères symboliques, identitaires ou même ses repères coutumiers sont flous et imprécis. Dans cette phase, l'individu est souvent confronté à des épreuves d'initiation. Alors, c'est à la fois une phase où il n'y a pas de hiérarchie, une phase où les choses sont imprécises, mais aussi, comme l'a dit Khalid, c'est une phase où les possibles s'ouvrent également. Et puis enfin, l'agrégation, qui est en fait une phase de réintégration. Donc l'individu, après avoir passé cette phase de marche, qui est très dangereuse d'ailleurs, Douglas le montre bien, eh bien, l'agrégation est une phase où l'individu réintègre le corps social avec un nouveau statut, pas le premier statut, et reprend sa place dans un monde de normes et de relations, cette fois-ci bien définies. Voilà globalement la structure tripartite de ce rite de passage. Alors ce qui va intéresser Victor Turner, c'est surtout la phase de liminarité ou marge, qui constitue un état intermédiaire entre deux ordres symboliques. Et là, je cite Turner dans son livre sur le phénomène rituel. C'est, écrit Turner, comme s'il y avait deux modèles principaux, juxtaposés et alternés, de l'interrelation humaine. Le premier est celui d'une société qui est un système structuré, différencié et souvent hiérarchique. Ça, c'est le premier modèle. Et il le met entre guillemets parce que ce n'est pas vraiment un modèle, mais c'est une façon de catégoriser. Le second, qui émerge de façon reconnaissable dans la période liminaire, est celui d'une société qui est un comitatus. Par la suite, il va vraiment donner un nom plus précis à ça, communitas. C'est une communauté non structurée, c'est ce qu'il appelle dans son sous-titre l'antistructure, ou structurée de façon rudimentaire. Donc soit cette phase n'est pas structurée, soit elle est structurée de manière rudimentaire et relativement indifférenciée. Donc là, il y a toujours l'imprécision, le flou, et donc l'ouverture des possibles. Et d'ailleurs, cette phase, contrairement à ce qu'on pourrait logiquement penser, elle ne remet pas en question au fond l'ordre social et peut parfois renforcer l'ordre social parce que cette phase intermédiaire est une phase où on ouvre des possibles, mais après on revient à la normativité, on revient à l'organisation normative des règles sociales. Bon, c'est une phase dangereuse, comme le souligne, perçue comme étant polluée ou comme ayant transgressé des tabous. Les deux mots qu'on trouve dans le sous-titre de son livre. C'est le côté indéfinissable entre le moment où s'effectue le passage d'un état à un autre qui rend dangereuse la phase liminale dans laquelle l'individu échappe au classement socio-anthropologique et parfois peut même laisser sa vie dans cette phase. Peut même mourir dans cette phase. Et donc, c'est une phase qui est dangereuse parce qu'elle n'est pas précise et parce qu'elle ne correspond pas à la catégorisation socio-anthropologique qu'on attend d'un individu. Et en même temps, et je reviens au champ des possibles, c'est là où la singularité peut apparaître. Un mot très important également, et notamment dans la modernité, parce que la singularité a été beaucoup plus louée, développée, chantée dans la modernité que dans les structures hiérarchiques où chacun est à sa place. Et d'ailleurs, plus une société se sent en sécurité, pas menacée, plus elle encourage la singularité. Mais quand une société se sent menacée dans sa cohésion, elle lutte toujours contre les singularités parce que ces singularités menacent sa stabilité. Du moins, c'est ce qui circule dans l'imaginaire collectif de la stabilité. Donc la liminarité peut prendre la forme d'une antistructure sociale que Turner appelle communitas, dans laquelle les liens se créent hors hiérarchie et hors normes sociales. Dans les sociétés contemporaines, où la phase de liminarité tend à disparaître, Turner constate qu'il y a des phénomènes de nature liminoïde
qui s'apparente à la liminarité. C'est-à-dire qu'au fond, dans les sociétés contemporaines, ce n'est pas toujours facile de trouver cette structure ou de retrouver cette structure, et notamment la phase liminaire, que d'ailleurs Turner reprend ces trois phases, mais il leur donne des noms différents. Il parle de la phase préliminaire, la phase liminaire et la phase post-liminaire. Donc il reprend la même structure, mais avec des dénominations différentes. Et dans les sociétés contemporaines, eh bien, il y a des traits qui persistent dans la question de la liminarité, mais que Turner appelle des phénomènes de nature liminoïde. Et c'est ce qui va m'intéresser, ce sont ces phénomènes liminoïdes qu'on trouve justement dans le monde arabe et dans l'analyse que j'ai pu faire de la culture arabe à partir de sa rencontre avec les empires coloniaux essentiellement, c'est-à-dire à partir du 19e siècle. Ça a commencé avant, mais disons que c'est devenu plus fort, plus agissant à partir du 19e siècle. Alors dans les sociétés arabes, quand j'ai publié ce livre, le premier reproche, c'était « il n'y a pas de monde arabe ». Ah, bien sûr, c'est un reproche que je comprends parfaitement, parce que c'est un reproche qui n'a pas été produit de l'intérieur du monde arabe, mais de l'extérieur du monde arabe. Et les intellectuels, certains intellectuels arabes, certains universitaires arabes, se sont engouffrés dans cette proposition séduisante qui, en même temps, les conforte un peu dans leur certitude qu'au fait, on est dans des territoires nationaux et pas dans des territoires transnationaux, avec toute la déception du panarabisme que le monde arabe a connu et que les individus dans leur expérience quotidienne ont pu partager. Alors, le monde arabe, il existe bel et bien, la preuve déjà dans le temps présent, si je puis dire, même si je n'aime pas verser dans le présentisme, dans le temps présent, eh bien, ce lien que la population arabe a avec ce qui se passe en Palestine est un indicateur assez important aussi d'une cohésion. Ça ne veut pas dire une harmonie, mais en tout cas une cohésion du monde arabe autour d'une question qui a structuré historiquement l'unité des peuples. Je viens dire l'unité des peuples et pas l'unité des États. Parce que souvent, on argumente l'absence du monde arabe en s'appuyant sur l'absence d'unité politique et d'unité économique du monde arabe. Ça, c'est un rapport interétatique. Mais en ce qui concerne la population arabe, eh bien, il y a bel et bien une population arabe. Il ne faut pas réduire la population arabe à une langue qu'elle parle. Parce que la langue, elle a une fonction aussi de liant sur le plan des imaginaires sociaux. Et je reviendrai à cette question d'imaginaires sociaux. Alors, il y a d'abord une langue arabe partagée par ces différents territoires qui sont officiellement au nombre de 22. Les religions monothéistes, parce qu'il n'y a pas que l'islam, il y a aussi des juifs arabes, il y a des chrétiens arabes, et à l'intérieur de ces chrétiens, il y a des subdivisions, et puis il y a d'autres formes religieuses dans le monde arabe. Mais disons que le monothéisme, c'est-à-dire les gens du livre, comme on les appelle, c'est ce qui constitue la population du monde arabe, avec une dominante de l'islam, et à l'intérieur de l'islam, une dominante du sunnisme par rapport au chiisme. Des séquences historiques partagées en commun, la séquence coloniale est déterminante, et la reconnaissance constitutionnelle de l'arabité avec d'autres composantes culturelles, ethniques, linguistiques, etc. Et puis, sur le plan, cette fois-ci, institutionnel, l'existence de ce qu'on appelle la Ligue des États arabes, qui sont au nombre de 22, dont 2 sont en Afrique subsaharienne. Et donc là, on ne peut pas, si on s'appuie sur des éléments concrets de ce genre-là, on ne peut pas dire que le monde arabe n'existe pas. Le monde arabe est une réalité à la fois géographique, culturelle et cultuelle également. Alors, maintenant, passons à un autre
à l'autre notion qui est celle de modernité. Alors évidemment, c'est une notion minée de l'intérieur, c'est une notion très difficile à cerner, ça dépend de l'angle d'attaque, mais en règle générale, ce qu'on remarque dans les études sur la modernité, en tout cas les études faites dans le monde arabe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, par exemple quand on lit ce que les Sud-Américains écrivent sur cette question-là, ils ont une autre vision de cette modernité et ils construisent toute une théorisation qu'ils appellent la pensée décoloniale de la modernité qui ne se situe pas sur le même plan. Mais dans le monde arabe, globalement, ce qu'on a essayé de faire, et je peux le comprendre parce que c'est un moment de découverte, c'est de calquer la conception de la modernité telle qu'elle a évolué dans le monde occidental sur le monde arabe. Et c'est à partir de là que des notions qui sont des notions clés dans l'émergence de la modernité arabe vont être reprises. Abdullah Al-Aroui, par exemple, leur a même consacré des livres pédagogiques. Et la raison, par exemple, c'est un élément essentiel dans la définition de la modernité. L'autonomie, la question de l'autonomie, on voit bien l'un des textes fondateurs de cette modernité, puisqu'on remonte toujours au XVIIIe siècle, c'est Qu'est-ce que les Lumières d'Emmanuel Kant, dans lequel il définit la question de l'autonomie de l'individu comme étant déterminante dans la question des Lumières et donc dans la question de la modernité, puisque ce qu'on demande à l'individu, c'est d'avoir le courage d'utiliser son entendement, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs vers la fin, dans le premier paragraphe, Kant termine son texte par « et le courage d'utiliser ton entendement, sapere aude », telle est la devise des Lumières. Et donc il y a cette autonomie, et on va voir l'importance de l'autonomie par rapport à l'hétéronomie dans une société qui se présente comme moderne. Et la question du progrès qui est presque devenue une religion dans le monde occidental, et à partir de la fin du XIXe siècle, on va critiquer la question du progrès et les promesses du progrès qui n'ont pas été tenues. Et la sécularisation, c'est un thème qui revient et qu'on appelle au Maroc assez souvent laïcité, alors que la laïcité, ce n'est qu'une version française, spécifiquement française, de ce que les anglo-saxons appellent la sécularisation, qui est beaucoup plus large. Alors, je commencerai d'ailleurs par sécularisation pour voir un peu cette position liminale des intellectuels ou cette difficulté justement de tenir cette liminalité chez les intellectuels arabes. Alors la sécularisation, souvent vous avez des livres sur ce qu'on appelle plaidoyer pour la laïcité, défense de la laïcité, de la laïcité, etc. Alors, et généralement on la définit comme étant séparation de la religion et de l'État. Ce qui est tout de même pas tout à fait précis, parce qu'il ne s'agit pas de la séparation de la religion et de l'État, mais de la séparation de l'Église et de l'État, ce qui est différent, puisque dans l'Église catholique, il y a un clergé, il y a une hiérarchisation. Et tout au long de l'histoire européenne, il y avait cette querelle, cette guerre même, entre le pouvoir politique, le pouvoir royal généralement, le pouvoir temporel, et puis le pouvoir ecclésiastique, pour qui doit gérer la société, qui doit diriger la société. Et l'Église avait un pouvoir énorme sur les rois, sur les régimes successifs, à telle enseigne que par exemple en France on parle du sacre du roi, c'est-à-dire vous devenez roi après avoir passé cette épreuve du sacre qui généralement se fait dans des cathédrales. La cathédrale de Reims entre autres a une longue histoire dans cette question du sacre du roi. Et du coup l'Église avait un poids énorme sur la gestion du politique à l'intérieur même des sociétés européennes. Ce qui a fait que une réflexion a été menée
peut-être elle a atteint son apogée au XVIIIe siècle et elle s'est développée davantage au XIXe siècle, pour voir comment séparer l'Église de l'État, comment à la fois faire coexister plusieurs religions, plusieurs croyances, sans qu'il y ait une guerre religieuse, et en même temps séparer le privé du public, séparer la sphère privée dans laquelle doit être cantonnée la religion de la sphère publique, qui est au fait un espace de rencontre entre les citoyens, c'est-à-dire entre les sujets politiques. Bon, on peut comprendre cette logique qui a conduit à cette séparation entre l'État et l'Église. Mais dans le monde arabe, le problème qui se pose, ce n'est pas nécessairement la séparation de la mosquée d'avec l'État ou de la religion même d'avec l'État. La question qui se pose, c'est comment arracher l'ordre social à l'ordre religieux. C'est ça la question qui se pose. Et s'il y a une position liminale dans laquelle l'intellectuel doit se situer pour justement faire un passage de cette connaissance ou de cette culture accumulée lors de sa formation par la rencontre avec le monde occidental et sa culture locale, c'est de réfléchir à des objets de ce genre-là. Comment peut-on et quels sont les processus, les mécanismes qui permettent d'arracher l'ordre social à l'ordre religieux. Pourquoi arracher l'ordre social à l'ordre religieux? Eh bien parce que l'ordre en islam, la question de la religion islamique se situe dans les plis les plus intimes de l'individu, y compris dans ses relations inconscientes à l'intérieur même de la société, les relations entre individus. Ce qui fait que cette gestion, qui n'est pas rationalisée, qui n'est même pas gérée par une connaissance précise des dogmes, mais dans lesquelles le culturel et le dogmatique se mélangent et dictent un type de comportement à l'individu. Et ça, on le voit dans des moments de crise. Qu'est-ce que j'entends par moment de crise? C'est-à-dire des moments où la conflictualité peut avoir lieu. Par exemple, le mois de Ramadan, où certains font Ramadan, la plupart des gens font Ramadan, d'autres ne le font pas. C'est un moment où des tensions peuvent émerger parce que celui qui se considère comme croyant sans nécessairement se considérer comme gardien du temple religieux, eh bien, va se sentir offusqué dans son affectivité par rapport à celui qui transgresse cette règle, qui est considérée comme un défi lancé non seulement à la société, mais lancé également à Dieu. Et par conséquent, on peut parfois, et c'est déjà arrivé, frapper à la porte du voisin pour lui demander justement pourquoi des odeurs de cuisine émanent de chez lui le jour. C'est des choses auxquelles des gens ont été confrontés. Donc là, on est dans l'ordre social en lien avec l'ordre religieux. Je donne des exemples concrets de ce genre-là pour bien comprendre où se situe la question à examiner par rapport à la séparation des ordres. Alors évidemment, ce qu'on appelle la sortie de la religion ne peut pas s'opérer dans le monde musulman de la même manière qu'elle s'est opérée dans le monde occidental. Parce que les mécanismes d'intériorisation du religieux ne sont pas les mêmes. On peut prendre un autre exemple qui est celui des voyageurs du 19e siècle. Alors, il y a un voyageur marocain qui s'appelle Asfar Tetouani, qui est au fait envoyé dans une mission d'ambassade chez Louis-Philippe. Louis-Philippe, au moment où lui-même était en crise, la monarchie était en crise en France. Alors, on l'a envoyé parce que le représentant de la France au Maroc voulait, à un moment où le Maroc était fragile, montrer toute la grandeur de la France pour justement que le sultan accepte la modernisation justement du Maroc. Alors, il revient, il nous raconte ce qu'il a vu. Alors, il faut que tu saches, là il s'adresse à l'interlocuteur,
à l'éventuel lecteur, il faut que tu saches que cette ville, c'est-à-dire Paris, constitue la base et le noyau de la France, la métropole du territoire français, le trône de leur monarchie, la résidence de leurs grands hommes, la source de leur législation, le siège de leur gouvernement et la maison de leur science. Ils s'énorgueillissent de leur capitale, rivalisent de sa population et se réjouissent de ses habitants, de leurs us et coutumes et de leurs lettres et arts, de leur culture et civilisation. Alors, bien sûr, dans d'autres endroits, on voit, là il y a une fascination, alors il y a des mots-clés ici, qui sont des mots qui renvoient à la question du trône, et donc à la question de la monarchie, de la représentation suprême, la question de la législation, la question du gouvernement et la question des sciences. Plus tard, il va remettre en question cette grandeur, et il va être dans une situation justement d'indécision entre sa fascination pour ce qui se passe en France et sa répulsion vis-à-vis de la manière dont cette société, selon lui mécréante, gère ses relations et gère son lien avec les autres. Donc il y a en permanence cette ambivalence entre la fascination et la répulsion. Et un autre voyageur plus tard, dans les années 60, va montrer cette répulsion de manière claire. Alors, avant ce segment, il va faire l'éloge du télégraphe qu'il va découvrir. Et il va à peu près consacrer 1 page et demie à cette belle invention, et il va même remettre en question ses camarades qui sont partis avec lui, qui eux trouvaient que c'était quelque chose de l'ordre de la magie malfaisante. Lui, il dit non, c'est de la science. Mais il dit ensuite, qui possède une once d'esprit et la moindre parcelle de discernement ne peut que refuser de vivre comme eux, c'est-à-dire les Français, et de se laisser prendre à leur mirage, qu'il suffise pour improuver leur façon de faire et flétrir leur manière de voir comme les femmes les dominent. Alors évidemment, cette question de la domination de la femme sur l'homme, qui incarne d'une certaine manière des éléments du système phallocratique, eh bien, elle est très visible. Alors, il y a 2 explications à cela. La première explication, elle est aussi, je dirais, diplomatique. C'est une façon de montrer au sultan qu'au fond, malgré l'avancée que connaissent ces populations et que connaît la France, eh bien, ils ont quand même des tares, et que le sultan reste le meilleur d'une certaine manière, puisqu'il gère une nation qui est plus pure. Autre explication, c'est que finalement, tout ce qui va se contredire avec la structure culturelle et surtout avec les prescriptions religieuses, et ça a été dit clairement dans le même livre de Driss al-Amraoui, d'ailleurs le titre « Le paradis des femmes et l'enfer des chevaux », ça renvoie à cette domination des femmes, c'est le paradis des femmes et l'enfer des chevaux, parce qu'ils voyaient les fiacres, les chevaux tirés des fiacres, et qu'ils étaient martyrisés, alors qu'il a lui une autre symbolique du cheval. Alors, cette situation encore ambiguë fait de ce voyageur un personnage qui contient des caractéristiques justement liminoïdes, qui n'arrive pas à se situer par rapport à ce qu'il reçoit. On peut le comprendre par rapport au contexte de l'époque, puisque c'était la première découverte, et donc c'était l'émerveillement nécessaire face à cette première découverte. Mais en même temps, face à cet émerveillement, il y a une répulsion. Il est à la fois attiré par ce qu'il voit, mais en même temps, il trouve que ses valeurs à lui sont plus intéressantes que celles proposées par cette société. Alors, voilà un autre exemple d'un voyageur, cette fois-ci égyptien, qui montre un problème qui persiste assez souvent jusqu'à aujourd'hui parfois, c'est ce que j'appelle la restitution. C'est-à-dire qu'au fond,
on va prendre un discours qui circule dans le monde occidental, dans la culture occidentale en général, et on va se l'approprier, et parfois, à notre insu, on va produire un discours contre nos propres principes, sans nous en rendre compte. Et l'exemple que je vais prendre, c'est cette typologie raciologique qui était dominante au XIXe siècle. L'un de ses représentants, c'est Gobineau. Et cette classification des races, on va la retrouver chez un musulman qui, en principe, n'est pas censé classer l'humanité en termes de race, puisque Dieu a créé Inna khalaqnakum min shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Bon, il y a plusieurs éléments dans les ayats, mais l'essentiel c'est que c'est la foi qui permet la hiérarchisation et non pas l'appartenance ethnique. Or ici, dès l'introduction de son livre Kitab al-Ibriz, qui a été traduit par un Égyptien copte, Anwar Loqa, elle a été traduite par l'Or de Paris, eh bien, Rifa'a Rafi' Tahtawi classe les races humaines en 3 catégories selon leur degré d'évolution et de distance qu'elles ont par rapport à leur état originel, ce qu'il appelle al-hal al-asliya. Alors, la première catégorie est celle des meutes sauvages, c'est un terme qu'on trouve chez les raciologistes européens. La deuxième, celle des rustres barbares, et la troisième, celle des gens éduqués, polis, civilisés et égyptianisés, puisqu'il vient d'Égypte. On a là la reprise d'un discours raciologique qui est produit dans une logique culturelle donnée, qui est en lien avec l'aristocratie, parce qu'au fond, la classification raciale, c'est quelque chose qui vient de l'aristocratie. Ce n'est pas quelque chose qui est en lien avec le colonialisme ou avec le XXe siècle. Non, c'est quelque chose qu'on trouve enraciné chez les aristocrates, puisque justement la race aristocratique ne se mêle pas aux autres races et elle se classe toujours socialement comme étant la race honorable, la race brave, la race qui justement a le devoir, non seulement l'obligation, mais le devoir de veiller sur ceux qui sont sous sa coupole. Parce que l'aristocrate, c'est lui qui allait à la guerre, ce n'était pas le peuple qui allait à la guerre. Et du coup, cette classification, Tahtawi, qui est en fait un imam, parce qu'il est parti en France non pas en tant qu'étudiant, mais en tant qu'imam, qui devait veiller sur la bonne conduite des étudiants envoyés en France pour étudier, à Paris exactement. Donc c'est pour veiller à ce qu'ils ne fassent pas un pas de côté. Et donc vous voyez comment un imam qui n'a pas vraiment dans sa structure culturelle ce type de classification. Il y a l'esclavage, il y a d'autres choses, mais ce type de classification, c'est un type de classification qu'on trouve chez les raciologistes européens.